des milliards de personnes regardent le ciel. Leurs yeux reflètent une image fascinante. L'atmosphère de la planète est en train de changer. Le ciel bleu devient plus lumineux et prend une teinte bleu foncé. On dirait une goutte de peinture renversée dans un verre d'eau. Les oiseaux ont cessé de voler. Les animaux sont agités, car ils sentent qu'il se passe quelque chose. Des éclairs illuminent le ciel, qui prend une teinte orange vif. Voilà une représentation visuelle approximative de ce qui se passerait si le gaz de Jupiter se déversait sur la Terre. Mais voyons quels changements physiques et chimiques se produiraient dans notre monde. Tout d'abord, nous devons comprendre ce qu'est Jupiter et de quoi elle est composée. La plus grande planète du système solaire est une énorme boule de gaz. Environ 90% de ce gaz est de l'hydrogène, et les 10% restants sont de l'hélium. Bien sûr, il existe d'autres substances, mais leur quantité est insignifiante par rapport à l'hydrogène. Si vous entriez dans l'atmosphère de Jupiter et plongiez, vous voleriez tout droit vers le centre de la planète pendant très longtemps. Les scientifiques ne savent pas exactement de quoi est composé le centre de Jupiter. Il se peut qu'il y ait là quelque chose de solide et de gigantesque. Quoi qu'il en soit, vous traverseriez principalement d'infinies couches bleues d'hydrogène en vous rapprochant de plus en plus du centre de la planète. Mais pourquoi ce gaz ne se disperse-t-il pas dans toutes les directions? C'est grâce à la gravité de Jupiter. C'est la masse de la planète qui retient tout ce gaz. Maintenant, voyons ce qu'est l'hydrogène. C'est l'élément chimique le plus simple et le plus courant, composé d'un proton et d'un électron. En termes simples, c'est un gaz universel qui peut stocker et fournir diverses formes d'énergie. 90% de tous les atomes de l'univers sont constitués d'hydrogène. L'hydrogène est présent dans de nombreux éléments, tels que l'eau, dans de nombreuses substances biologiques, dans l'énergie atomique et dans bien d'autres choses encore. Par conséquent, pour obtenir de l'hydrogène sous sa forme pure, on l'extrait de diverses substances à l'aide de réactions chimiques. L'hydrogène est présent dans nos fluides, nos articulations, nos os et nos muscles. Il assure le fonctionnement de notre corps et contribue à l'existence de la vie sur la planète. De plus, il ralentit le processus de vieillissement. Cependant, si notre planète recevait une dose importante d'hydrogène provenant de Jupiter, cela ne nous rendrait pas plus sains, plus jeunes ou plus forts. L'hydrogène n'est efficace qu'en combinaison avec d'autres substances. Pour en tirer profit, des processus chimiques complexes sont nécessaires. Qu'en est-il de l'hélium, qui est également présent sur Jupiter? Il est plus léger que l'air en raison de sa faible densité. C'est pourquoi les ballons remplis d'hélium s'élèvent naturellement dans les airs. Cette substance est utilisée en médecine pour traiter les maladies respiratoires et pour refroidir les aimants et les appareils d'IRM. Rien de grave ne se produirait si une quantité massive de ce gaz pénétrait dans notre atmosphère. Il se peut que nos voix deviennent un peu plus aiguës. L'hydrogène nous causerait beaucoup plus de problèmes. Imaginons qu'une force cosmique pousse Jupiter vers notre planète. Puis, pour une raison quelconque, le noyau de Jupiter disparaît. L'hydrogène et l'hélium commencent à s'échapper dans l'espace et à se diriger vers la source de gravité la plus proche, notre Terre. Le ciel devient d'un bleu plus intense. En cause, la liaison entre les molécules d'eau et les molécules d'hydrogène. La pression atmosphérique augmente. Les animaux deviennent fous. Et les gens ont des maux de tête. Quelques secondes plus tard, la pression disparaît car l'hydrogène s'enflamme facilement. La moindre étincelle peut déclencher une réaction en chaîne. L'hydrogène pourrait brûler toute l'atmosphère terrestre, composée d'azote, d'hélium, d'oxygène et d'autres gaz. Toute vie sur Terre serait anéantie en quelques secondes. Une quantité d'énergie colossale serait libérée. La température de la Terre serait seulement 2 ou 3 fois plus froide que celle du Soleil et presque 4 fois plus chaude que la surface de Vénus. Tous les océans s'évaporeraient dans un sifflement. La vapeur d'eau s'échapperait dans l'espace. La pression atmosphérique disparaîtrait, mais plus personne ne s'en soucierait. La planète ressemblerait à un immense désert brûlé. Mais que se passerait-il si l'humanité était préparée à un tel événement? Si personne ne grattait d'allumettes et que l'on remplaçait tous les métaux par du plastique ou du bois, malheureusement, cela ne servirait à rien. Il y a des millions de coups de foudre chaque jour dans le monde. Un seul d'entre eux suffirait à enflammer l'atmosphère et à détruire tous les êtres vivants. Il nous faudrait trouver un moyen d'empêcher complètement la foudre. Mais cela poserait un autre problème. La foudre est nécessaire à notre monde. Elle maintient l'équilibre électrique de la planète.
mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Heureusement, il n'y a aucun risque que les gaz de Jupiter se déversent un jour dans l'atmosphère de notre planète, car cette géante est trop loin de nous et son noyau ne disparaîtra pas. Mais que se passerait-il si vous vous rendiez sur cette planète et jetiez une allumette dans son atmosphère? Absolument rien. L'allumette s'éteindrait dès qu'elle quitterait votre vaisseau spatial. Le feu ne brûle qu'au contact de l'air. Or, l'atmosphère de Jupiter contient trop peu d'oxygène. De plus, il est contenu dans des molécules d'eau, ce qui contribue à empêcher toute possibilité d'ignition. Mais que se passerait-il si notre planète devenait elle-même une géante gazeuse comme Jupiter? Pour cela, il faudrait à la Terre une gravité énorme. Jupiter retient tous ces gaz grâce à son poids colossal. Elle est plus lourde que toutes les planètes du système solaire réunies et 100 fois plus lourde que la Terre. Imaginez donc ce qui se passerait si le noyau de notre planète commençait à grossir et à gagner en masse. Tous les êtres vivants disparaîtraient en raison de la pression immense. La Terre deviendrait le corps spatial le plus lourd du système solaire, après le Soleil, bien entendu. Cependant, pour les autres planètes, cela ne changerait pas grand-chose. La Lune, bien sûr, serait affectée. La gravité accrue de la Terre attirerait notre satellite naturel et le déchirerait. La Lune se briserait en milliards de morceaux et formerait peut-être un anneau autour de notre planète. La Terre ressemblerait à une nouvelle Saturne. Et si Saturne avait autrefois été similaire à la Terre? Et si la vie avait jadis prospéré à sa surface? Elle était peut-être une belle planète avec des océans, des forêts et des montagnes. Mais quelque chose a mal tourné et son noyau a augmenté en masse. Son atmosphère a commencé à se dilater et à modifier la gravité des satellites voisins. Ceux-ci se sont effondrés et ont formé une immense ceinture d'anneaux. Maintenant, examinons les changements qui se produiraient si la Terre absorbait lentement les gaz de Jupiter. Imaginez que notre atmosphère se remplisse progressivement d'hydrogène. Dans ce cas, de nouvelles formes de vie apparaîtraient à la surface de la Terre, des microbes et des bactéries, par exemple. Parmi ces formes de vie, certaines pourraient ensuite se développer et évoluer. En quelques millénaires, le monde animal de notre planète serait méconnaissable. Nous assisterions peut-être à l'apparition de nouvelles espèces d'animaux, de microbes et d'insectes, et à la disparition des anciennes. Les conséquences seraient imprévisibles. Heureusement, cela n'arrivera pas. À l'heure actuelle, notre planète bénéficie d'une atmosphère idéale. Toutes les formes de vie de ce monde sont parfaitement adaptées à la quantité d'hydrogène dont nous disposons. À propos, selon une théorie, la Terre aurait été à l'origine le noyau d'une géante gazeuse. Il y a des milliards d'années, il se peut qu'elle se soit trouvée au cœur d'une telle géante, et proche de la limite du système solaire. Cette géante était peut-être plus éloignée encore que Jupiter et que Saturne. Cette planète inconnue a donc voyagé autour du Soleil, puis elle a commencé à se désagréger. À l'intérieur, il y a eu un effondrement causé par la gravité des planètes voisines. Le gaz s'est dissipé et notre Terre est sortie du nuage. Elle s'est ensuite rapprochée du Soleil et s'est placée sur l'orbite qui est la sienne aujourd'hui encore. Et si la même chose arrivait à Jupiter dans quelques milliards d'années? Par exemple, des centaines d'astéroïdes géants pourraient la frôler et déstabiliser son atmosphère. En tombant sur la planète, certains astéroïdes provoqueraient un puissant dégagement d'énergie. Jupiter commencerait alors à se désagréger et à changer de position dans le système solaire. Et alors, à travers les nuages d'hydrogène, nous verrions un noyau solide émerger. Il s'échapperait ensuite du nuage de gaz et s'approcherait de notre planète. La vie commencerait à s'y former, et les gens donneraient à cette planète le nom de Terre 2. Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment, ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous.
des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle. En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif, et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir, mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler. Et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail. Des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. 16 géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ce télescope se trouve dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient
pour observer deux galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que deux trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre, non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ceux que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu deux et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces deux trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. WOHG 64 est vraisemblablement l'étoile la plus vaste jamais découverte à ce jour. Véritable titan céleste, elle émet une lumière d'une intensité spectaculaire. Pour mieux appréhender son échelle, comparons-la à notre Soleil. Son rayon est approximativement 1540 fois plus grand. Autrement dit, cela reviendrait à mettre en parallèle un grain de sable et un ballon de basket. Si l'on plaçait WOHG 64 au centre de notre système solaire, son immense surface dépasserait largement l'orbite de Jupiter, engloutissant ainsi Mercure, Vénus, la Terre, Mars et même Jupiter. Pour donner un ordre de grandeur, l'orbite moyenne de Jupiter se situe à environ 1000 fois le rayon solaire, tandis que celle de Saturne atteint environ 2000 fois ce rayon. Avec son rayon moyen équivalent à 1500 fois celui du Soleil, WOHG 64 se situe donc entre ces deux planètes. De plus, l'enveloppe de poussière entourant cette étoile s'étendrait sur une distance avoisinant une année-lumière, soit environ 5488 milliards de kilomètres. Cette étoile n'est pas seulement gigantesque, mais également d'une luminosité extraordinaire. En effet, elle figure parmi les étoiles les plus éclatantes jamais identifiées. La luminosité, qui mesure l'énergie totale émise par une étoile en un temps donné, atteint chez WOHG 64 un niveau environ 282 000 fois supérieur à celui de notre Soleil. L'une des caractéristiques les plus fascinantes de WOHG 64 réside dans son enveloppe de poussière environnante. En 2007, des astronomes, grâce au très grand télescope, ont mis en évidence qu'elle était entourée d'un nuage de poussière en forme de Thor. Ce nuage particulièrement dense obscurcit partiellement l'étoile. Il est constitué de matière éjectée par l'astre lui-même et représente une masse estimée entre 3 et 9 fois celle du Soleil. L'étoile dont nous parlons a été identifiée dans les années 70 par Bengt Westerlund, Hollander et Edin. Le sigle WOH qui compose son nom est d'ailleurs un hommage direct à ses découvreurs, formé à partir des initiales de leurs noms respectifs. Westerlund, en plus de cette découverte, a également repéré une autre supergéante rouge exceptionnelle, Westerlund 126, localisée dans un amas d'étoiles massif nommé Westerlund 1, au sein de la constellation de Lara. WOHG 64 est aujourd'hui dans un état si avancé de son évolution qu'elle ne parvient plus à retenir son atmosphère. Cela s'explique par sa très faible densité, la puissance de ses radiations et l'opacité accrue des produits de la fusion thermonucléaire.
Par conséquent, la vitesse à laquelle elle perd sa masse figure parmi les plus élevées jamais enregistrées, même pour une supergéante rouge atteignant des niveaux exceptionnels. WOHG 64 présente également un spectre d'émissions nébuleuses inhabituel. Son gaz chaud, riche en azote, affiche une vitesse radiale plus positive que celle de l'étoile elle-même, un phénomène pour le moins atypique. Il est également possible que cette étoile ait un compagnon, une étoile blanche de la séquence principale. Si cette hypothèse se confirmait, WOHG 64 serait alors classé parmi les étoiles binaires. Cependant, aucune preuve tangible n'a été obtenue jusqu'à présent, notamment en raison des épais nuages de poussière environnants qui compliquent considérablement son observation. Quoi qu'il en soit, WOHG 64 est une étoile absolument fascinante, autant par sa taille colossale que par son éclat impressionnant et son énigmatique nuage de poussière. Elle illustre parfaitement à quel point l'univers peut être à la fois surprenant et captivant. Notre Soleil. Scénario 1. Quelque chose d'étrange vient de se produire. Toutes les chaînes de télévision et de radio parlent d'un trou noir qui s'est rapproché de nous, à l'endroit où se trouvait notre Soleil. On peut même y voir un disque d'accrétion et l'arrière-plan du ciel semble un peu déformé, ce qui signifie qu'il s'est vraiment rapproché. Normalement, les trous noirs sont si éloignés que nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. On ne peut même pas les voir avec un télescope. Alors, que fait-il ici, si près? Et où est notre Soleil? Le trou noir l'a-t-il avalé? Le Soleil était autrefois au centre de notre système solaire, assez loin pour ne pas nous brûler, mais suffisamment proche pour nous donner de la lumière, de la chaleur et de beaux spectacles lorsqu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et puis, il nous a donné la vie. Le corps le plus massif de notre système solaire contient 99,8% de sa masse totale. Il est si large qu'on pourrait faire tenir plus d'1 million de terres à l'intérieur. Peut-être que notre Soleil s'est transformé en trou noir. Mais il est bien trop tôt pour que cela se produise. Pourtant, c'est bien comme ça qu'il se forme. Lorsque d'énormes étoiles arrivent à la fin de leur cycle de vie et explosent, ce qu'on appelle une supernova, elles finissent par s'effondrer sur elles-mêmes, devenant très petites. Une taille minuscule et une masse colossale. C'est ce qui rend la gravité des trous noirs si importante. Et même la lumière qui s'en approche de trop près ne peut pas s'en échapper. Or, toutes les étoiles de l'univers rétrécissent et disparaîtront à un moment donné. Notre Soleil perd 4 millions de tonnes de sa masse chaque seconde. Et à terme, la seule énergie qui restera dans l'univers sera générée par les trous noirs. Un trou noir est entouré de poussière, de gaz et de radiation. Les radiations sont très dangereuses, alors nous espérons que notre planète ne s'en approchera pas trop. Notre système solaire n'a plus de lumière, plus de chaleur non plus, si bien que même Mercure et Vénus seront probablement recouvertes de glace très bientôt, sans parler de la Terre. Est-il besoin de mentionner que rien ne survivra à cette nouvelle ère glaciaire? Le seul salut pourrait venir du disque d'accrétion qui tourne si vite qu'il génère de la chaleur, mais c'est trop de risques à prendre. Au moins, si le trou noir a exactement la même masse que notre astre, toutes les planètes resteront sur les mêmes orbites, Terre comprise. Mais s'il a une masse supérieure à celle de notre Soleil, ce que nos scientifiques essayent actuellement de déterminer, alors adieu système solaire, ravi d'avoir fait ta connaissance. Scénario 2. Oh non, qu'est-ce qui se passe? C'était censé être une belle journée ensoleillée, mais maintenant, tu vois l'obscurité tomber brusquement. Comment se fait-il que ce soit la nuit alors que l'horloge indique 14 heures et la Lune a l'air si différente? Les chaînes d'infos annoncent que notre Soleil a disparu et qu'à cause de certains événements mystérieux, la Lune n'est plus en orbite autour de la Terre. Elle se trouve maintenant au centre de notre système solaire. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous avons exactement 8 minutes et 20 secondes pour nous en rendre compte. Il faut peut-être des millions d'années pour que l'énergie du Soleil voyage de son noyau à sa surface, mais 8 minutes et 20 secondes, c'est le temps qu'il faut à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. La lumière effectue un voyage de 150 millions de kilomètres, ce qui correspond à la distance qui nous sépare du Soleil. Nous ne sommes plus dans la zone habitable. Il s'agit de la distance depuis une étoile, dans notre cas, le Soleil, à laquelle de l'eau liquide pourrait exister à la surface d'une planète. Maintenant que le Soleil a disparu, sa lumière ne nous atteindra plus et notre planète deviendra progressivement une masse rocheuse gelée et dépourvue de vie. Qui sait si nous aurons assez de temps pour mettre au point les technologies qui nous fourniraient l'énergie solaire nécessaire au maintien de la vie sur Terre?
Si ce n'est pas le cas, eh bien, des millions ou des milliards d'années plus tard, les scientifiques d'autres civilisations exploreront notre monde en tentant de prouver que la vie y a jamais existé. Soit la même chose que ce que nous faisons avec Mars et avec d'autres planètes de notre système solaire. C'est ainsi que nous essayons de déterminer si elles ont toujours été stériles ou s'il peut exister un signe que certains organismes y ont un jour vécu. Quelque chose d'autre, également essentiel à la vie, voyage à la vitesse de la lumière, la gravité. Sans le Soleil, pendant environ 8 minutes de plus, les planètes continueront à tourner autour du centre vide de notre système solaire, jusqu'à ce que le compte à rebours s'arrête et qu'elles finissent par dériver dans une direction inconnue de l'espace. Notre Lune n'a pas une gravité assez forte pour nous maintenir en place. Elle ne peut pas non plus briller assez fort pour nous donner de la chaleur et permettre la vie. Elle est si loin que nous pouvons à peine la voir maintenant. Sans la Lune qui voyage paisiblement près de notre planète, comme elle le faisait auparavant, nous pouvons voir que les marées descendent incroyablement vite. Et il y a de plus en plus de vent. Les vents sont tellement puissants et rapides désormais. Lorsque tout était normal, notre planète était inclinée de 23,5 degrés, ce qui explique les changements de temps et de saison. Maintenant, l'inclinaison est si extrême qu'il fait très froid très vite. Et notre temps est presque écoulé. Les gens crient, tout le monde est en panique. Il nous reste peut-être 1 minute avant de sombrer dans les ténèbres éternelles. Scénario 3. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, ni comment l'existence paisible que nous menions a pris fin. Personne n'a pu le prédire, mais il semble que, sortie de nulle part, une étoile à neutrons géante ait pris la place de notre Soleil. Ce n'est pas une chose que nous aurions pu identifier par nous-mêmes. Nous avons juste remarqué que quelque chose était différent. Le Soleil est devenu plus petit et un peu bizarre. Le reste, nous l'avons entendu aux informations. Et personne ne sait comment cela s'est produit. Peut-être que notre Soleil est quelque part derrière l'étoile à neutrons, ou que l'étoile l'a poussé hors de notre système solaire dans une direction inconnue. Une étoile à neutrons est l'objet spatial le plus dense que nous connaissions. Sa masse est presque 2 fois plus importante que celle de notre Soleil, mais elle est comprimée dans une étoile de seulement 15 km de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une ville sur Terre. Une étoile à neutrons se forme lorsqu'une énorme étoile n'a plus de combustible. Elle s'effondre dans une grande explosion. Sa région centrale, le noyau, s'effondre aussi. C'est pourquoi chaque électron, une particule chargée négativement, et chaque proton, une particule chargée positivement, s'écrasent entre eux pour former un neutron, lequel comporte une charge neutre ou nulle. Nous sommes dans une situation très délicate maintenant, à attendre que notre fin arrive. Cette étoile à neutrons a une gravité 2 milliards de fois plus forte que celle de la Terre. Cela signifie que notre nouveau Soleil va tirer toutes les planètes de notre système solaire vers lui et finira par les détruire. Ça a déjà commencé. Pour la première fois à notre connaissance, les planètes quittent leur orbite stable, attirées par la force colossale de l'étoile à neutrons. Cela devient très vite chaotique. Et ça ne s'arrêtera pas là. Une étoile à neutrons tourne plus de 700 fois par seconde, ce qui est incroyablement rapide. Notre Soleil ne tourne sur lui-même qu'une fois tous les 27 jours. Donc, après avoir détruit toutes les planètes, y compris la nôtre, cette étoile continuera à tourbillonner dans l'univers à environ 1/5 de la vitesse de la lumière. Peut-être qu'elle ralentira et s'éteindra avec le temps, ou pas. Après des milliers d'années, de nombreuses étoiles à neutrons commencent à ralentir et à s'éteindre. Mais cela ne se produit pas toujours. Si elle rencontre une autre étoile, elle se mettra à orbiter autour d'elle et commencera à se nourrir de son atmosphère jusqu'à ce qu'elle s'effondre au bout d'un moment et se transforme en un trou noir géant. Notre Soleil allait s'éteindre de toute façon. Jusqu'à ce que l'étoile à neutrons apparaisse, le Soleil avait 4,6 milliards d'années, soit environ la moitié de sa durée de vie. Il avait déjà brûlé environ la moitié de ses réserves d'hydrogène et avait suffisamment de réserves pour 5 milliards d'années supplémentaires. Il était censé finir par atteindre la taille de la Terre. Après avoir épuisé son carburant, il se serait tout simplement effondré. Il aurait conservé son énorme masse, mais son volume aurait été similaire à celui de notre planète. Pas de Soleil, pas de vie. Donc, le résultat aurait été à peu près le même. Mais de cette façon, le processus aurait été lent. Et qui sait si les humains auraient encore habité le même système solaire à ce moment. Mais avec les étoiles à neutrons, les choses vont beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus imprévisible. Si une étoile à neutrons devenait folle, quelque part au loin dans une autre galaxie, nous ne la verrions que sous la forme d'une lointaine lumière clignotante que nous appelons un pulsar. Et puis, soudain, boum! Les télescopes spatiaux Hubble et James Webb collaborent étroitement pour approfondir notre exploration de l'espace. Leurs observations complémentaires nous offrent une perspective élargie sur l'univers.
Cependant, d'importantes distinctions existent entre ces deux instruments d'exception. Analysons-les en détail. À l'heure actuelle, le télescope James Webb représente l'instrument spatial le plus grand et le plus avancé jamais conçu. Il est capable de remonter à plus de 13 milliards et demi d'années, en capturant les premières étoiles et galaxies émergeant de l'obscurité de l'univers primitif. Sa capacité à observer dans l'infrarouge lui permet de percer les vastes nuages de gaz et de poussière où naissent étoiles et systèmes planétaires. Cette aptitude dépasse largement celle de Hubble dans le domaine de l'infrarouge, que ce dernier utilise principalement pour l'étude d'exoplanètes lointaines. Bien que Hubble puisse observer en lumière proche infrarouge, il est spécialement optimisé pour les longueurs d'onde courtes, comme celle de la lumière ultraviolette et visible. Cette complémentarité fait de James Webb et Hubble un duo remarquable, couvrant une vaste gamme de longueurs d'onde. Hubble et Webb sont tous deux des télescopes réflecteurs, s'appuyant sur des miroirs courbés au lit de lentilles pour capter et concentrer la lumière vers leurs divers instruments. Cependant, ils diffèrent notablement dans leur conception. Hubble est positionné en orbite basse, juste au-dessus de l'atmosphère terrestre. Il doit donc empêcher la lumière parasite du Soleil, de la Terre et de la Lune de perturber ses observations. Pour cela, sa structure avant est enveloppée dans une protection lumineuse en téflon aluminisé, qui lui confère sa forme tubulaire caractéristique. En revanche, James Webb est équipé d'un large écran solaire multicouche, bien différent de celui de Hubble, bien qu'il remplisse un objectif similaire. Le miroir principal de James Webb, avec un diamètre de plus de 6,50 mètres, est nettement plus imposant que celui de Hubble, qui ne mesure que 2,40 mètres. Cela confère à Webb une capacité de collecte de lumière plus de 6 fois supérieure à celle de son prédécesseur, un atout crucial pour capter les faibles longueurs d'onde que ce télescope est conçu pour observer. Comme vous le savez, l'univers étant en expansion constante, la lumière des objets lointains s'étire en voyageant vers la Terre. Les courtes longueurs d'onde bleues s'allongent pour devenir des longueurs rouges plus longues, un phénomène appelé décalage vers le rouge. Ainsi, les objets lumineux en bleu ou ultraviolet apparaissent rouges et bien plus faibles lorsque leur lumière atteint la Terre. Grâce à son miroir principal, Webb capte cette lumière atténuée et décalée avec une sensibilité 100 fois supérieure à celle de Hubble. Le télescope Hubble est spécialement conçu pour observer la lumière ultraviolette et visible, ce qui explique pourquoi son miroir primaire n'a pas besoin d'être maintenu à des températures aussi basses que celui de Webb. Plus de 200 capteurs thermiques veillent à maintenir les instruments de Hubble à des températures optimales. À l'arrière de son miroir primaire, où se trouve l'équipement scientifique de l'observatoire, une série de radiateurs assure une rigidité structurelle et une stabilité thermique essentielle. Ces radiateurs maintiennent cette zone à environ 21 degrés. En revanche, James Webb doit être considérablement plus froid pour détecter les faibles longueurs d'onde infrarouges de la lumière. Contrairement à la lumière visible, l'infrarouge n'est pas perceptible à l'œil humain, mais nous pouvons en ressentir les effets sous forme de chaleur ou de rayonnement thermique. Par exemple, la chaleur que l'on ressent en tournant le visage vers le soleil est du rayonnement thermique. Pour capter ces infimes traces de chaleur émanant d'objets très éloignés, Webb doit être maintenu à une température extrêmement basse, moins 220 degrés. Afin de préserver cette température, le télescope est protégé du rayonnement infrarouge émis par le Soleil, la Terre et la Lune, grâce à son immense pare-soleil et à sa position éloignée de notre planète. Hubble orbite à environ 525 km au-dessus de la surface terrestre, tandis que Webb se situe beaucoup plus loin, à environ 1,6 million de kilomètres, dans une orbite autour du Soleil en synchronisation avec la Terre. De cette position, le Soleil, la Terre et la Lune apparaissent toujours dans la même région du ciel, permettant à Webb d'utiliser son vaste pare-soleil pour bloquer leur lumière et maintenir ses instruments au frais. Par ailleurs, les forces gravitationnelles exercées par la Terre et le Soleil facilitent la stabilité de son orbite. Le télescope n'a besoin que de faibles ajustements périodiques grâce à des poussées modestes. En revanche, la proximité de Hubble avec la Terre le contraint à traverser régulièrement une région problématique connue sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud. Cette zone, où le champ magnétique terrestre est affaibli, accumule des particules chargées provenant du Soleil, provoquant des interférences dans les communications et des dysfonctionnements des systèmes électriques. Hubble traverse cette région 10 fois par jour, ce qui représente environ 15% de son temps d'observation. Bételgeuse, une supergéante rouge. Cette boule de plasma en ébullition est l'une des plus grandes étoiles de notre galaxie et l'une des plus brillantes. Elle est 500 fois plus grande que le Soleil, mais elle est en état de pulsation, ce qui fait qu'elle grossit et rapetisse. À son apogée, elle fait 800 fois sa taille moyenne.
Si cette étoile était une corbeille, elle pourrait contenir environ 300 millions de soleils, alors que son poids n'est que 17 fois supérieur. Et là, à environ 500 années-lumière, se trouve la Terre. Nous lançons notre vaisseau spatial et entamons notre voyage vers Bételgeuse. En quelques secondes, nous avons déjà parcouru 390 000 km et nous sommes près de la Lune. Cette distance représente 9,5 fois le tour de la Terre. Une navette spatiale actuelle propulsée par une fusée aurait mis 3 jours pour arriver jusqu'ici. Nous sommes maintenant près de Mars. Le vol vers la planète rouge dure généralement 7 mois. Plusieurs rovers sont actuellement à l'œuvre ici, ainsi que le tout premier drone volant Ingenuity. La surface de Mars est 3 fois plus petite que celle de la Terre, mais la planète est également 10 fois plus légère. On espère bientôt y envoyer une colonie humaine. Juste au-delà de Mars, nous devons esquiver de nombreuses roches spatiales. C'est la ceinture d'astéroïdes. Elle contient des débris et des objets spatiaux de taille et formes différentes. Le plus gros d'entre eux est Cérès. Sa surface est légèrement plus grande que la superficie de l'Argentine et son poids représente environ 1% de celui de la Lune. Le poids total de toute la ceinture d'astéroïdes est 25 fois inférieur à celui de la Lune. Ensuite, nous passons devant les géantes gazeuses Jupiter et Saturne. Ce sont les plus grandes planètes du système solaire. Ce sont aussi les plus lourdes, même si elles n'ont pas de surface solide. Ensuite, nous passons par Uranus et Neptune. On les appelle géantes de glace. Et à l'extrême limite du système solaire, nous voyons Pluton. Elle était autrefois considérée comme une planète à part entière, mais elle a été retirée de la liste. Nous voilà maintenant à 7 milliards de kilomètres de notre maison. Il a fallu à la sonde spatiale New Horizons environ 9 ans pour arriver jusqu'ici. Accroche-toi à ton siège, on va accélérer. Nous traversons la ceinture de Kuiper. Il y a beaucoup d'astéroïdes et de blocs de glace ici. Ce sont les matériaux de construction les plus anciens de notre système solaire. Il y a plusieurs milliards d'années, notre monde ressemblait à un nuage de ces astéroïdes. Nous continuons notre voyage et atteignons le bord du système solaire, l'héliosphère. Nous nous sommes déplacés jusque-là grâce au vent solaire, mais il commence à ralentir car il entre en collision avec le vent interstellaire et se réchauffe. C'est ce qu'on appelle le choc terminal. La sonde spatiale Voyager 1 a atteint ce point en décembre 2004. Nous arrivons maintenant là où l'héliosphère se termine et où l'espace interstellaire commence. C'est l'héliopause. En 2012, Voyager a franchi cette limite et est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme à atteindre l'espace interstellaire. Mais le message de Voyager rapportant cet événement est arrivé sur Terre près d'1 an plus tard, en raison de l'énorme distance. Il a fallu 35 ans à Voyager 1 pour parcourir tout ce chemin. Et la voilà. Cette sonde est aussi longue qu'une voiture et fait le poids de 2 motos. Il y a une plaque en or sur sa coque. C'est un message de l'homme aux potentielles civilisations extraterrestres. Elle contient des images de paysages terrestres, des enregistrements de voix humaines et notre ADN. Voyager est opérationnel depuis 43 ans et a parcouru plus de 22 milliards de kilomètres. Cela équivaut à 152 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Et elle continue de filer dans l'espace à plus de 60 000 km/h. Nous voilà maintenant près de l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri. Nous sommes si loin de chez nous que même la lumière a besoin de plus de 4 ans pour parcourir cette distance. Avec une navette normale, ce voyage aurait duré 73 000 ans. La raison pour laquelle nous voulions nous rendre ici était la présence d'une planète semblable à la Terre appelée Proxima Centauri b. Elle est 10 fois plus grande que la Terre et légèrement plus lourde. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte. Cela signifie que de l'eau à l'état liquide pourrait se trouver sur cette planète et que la vie pourrait s'y développer. Mais cette étoile produit occasionnellement des éruptions. Récemment, sa luminosité a été multipliée par près de 1000. Elle a émis tellement de radiation que toute forme de vie aurait cessé d'y exister. Nous voilà maintenant à plus de 8 années-lumière de la Terre. L'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne est Sirius. Elle est si brillante qu'on peut même la voir pendant la journée. Mais en réalité, il y a 2 étoiles, Sirius A et B, qui orbitent autour d'un centre de gravité commun. Ces étoiles se déplacent vers notre système solaire à près de 8 km par seconde, soit la vitesse maximale d'une supercar haut de gamme. Stop! Nous sommes arrivés près d'une planète potentiellement habitable, à 39 années-lumière de la Terre. C'est Trappist 1D. Son étoile hôte est une naine blanche. C'est une étoile froide, 10 fois plus petite et plus légère que le Soleil.
Il y a 7 planètes autour d'elle, mais Trappist 1D est la plus similaire à la Terre. Elle est seulement 30% plus petite et 3 fois plus légère. Mais sa surface est rocheuse et la température y est de 9 degrés Celsius. On s'y sent bien avec une petite laine. Il pourrait même y avoir une atmosphère, des montagnes et des océans, ce qui veut dire que cette planète pourrait accueillir une colonie humaine. Mais il faudrait 677 000 ans pour y arriver avec des navettes traditionnelles. Et voici notre objectif principal, Bételgeuse. Il faudrait près de 8,7 millions d'années pour y arriver avec une navette spatiale actuelle. Cette étoile est si grande qu'à côté, notre vaisseau ressemble à un grain de sable. Remontons le temps pour voir ce qui est arrivé à cette étoile. Il y a d'abord eu une magnifique nébuleuse. C'est un nuage de poussière et de débris spatiaux qui s'est progressivement comprimé sous son propre poids. Une réaction nucléaire s'est alors formée en son cœur et boum, une étoile est née. Au début, Bételgeuse était chaude et très massive, mais elle ne s'est pas étendue et est restée stable. Observons son cœur. Les réactions nucléaires dans le cœur de l'étoile créent beaucoup de chaleur et d'énergie. Cela produit une force, poussant les parois de l'étoile vers l'extérieur, ce qui provoque son expansion. Mais en même temps, l'étoile est très lourde, donc sa gravité exerce une pression sur elle depuis l'extérieur. Lorsque ces deux forces sont équilibrées, l'étoile reste stable. Mais avec le temps, toute étoile perd son combustible, l'hélium et l'hydrogène. Des éléments plus lourds du noyau se joignent alors à la réaction nucléaire. En brûlant, ils libèrent plus d'énergie que la gravité ne peut en contenir. L'étoile commence alors à s'étendre. C'est ce qui arrive à Bételgeuse. Elle est déjà si grande que si on la plaçait au centre de notre système solaire, son bord toucherait la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Bételgeuse va continuer à s'étendre jusqu'à épuiser complètement son carburant. Puis, la gravité l'emportera, sa taille diminuera, puis elle fera un énorme boom. Son explosion, ou supernova, sera si aveuglante que Bételgeuse brillera plus que notre Lune. Heureusement, la Terre est trop éloignée pour que cette explosion puisse ennuyer l'homme. Le fort courant de matière qui sera éjecté lors de l'explosion n'atteindra le système solaire que 6 millions d'années plus tard. Puis, le vent solaire arrêtera ce flux, donc nous ne risquons rien. Bételgeuse est susceptible d'exploser à tout moment au cours des 10 000 prochaines années, bien que des scientifiques pensent que cela n'arrivera pas avant 100 000 ans. Revenons juste avant l'explosion de Bételgeuse. Il peut y avoir un autre scénario plus intéressant. La gravité pourrait comprimer son noyau massif avec une telle force qu'un trou noir se formerait à sa place. Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus lourd dans l'univers. Ils ont une force gravitationnelle incroyable dont même la lumière ne peut échapper. Le trou noir de Bételgeuse commencerait à aspirer la poussière cosmique et les restes de l'étoile. Tous ces débris, ainsi que la lumière des autres étoiles, se retrouveraient prisonniers jusqu'à la ligne d'horizon de ce trou noir en expansion. Pour la première fois de l'histoire, nous pourrions assister à la naissance d'un trou noir. Mais en réalité, Bételgeuse est trop légère pour devenir un trou noir, et il est plus probable qu'après son explosion, elle se transforme en une naine blanche qui s'estompera progressivement jusqu'à devenir invisible. Cela fait maintenant plus d'1 an que le télescope James Webb, dont la construction aura pris plus de 20 ans, a été lancé. Et, au cours d'un laps de temps relativement bref, ce matériel ultramoderne, et le plus perfectionné de l'histoire, a déjà permis de nombreuses découvertes. En observant l'univers dans l'infrarouge, James Webb nous permet de voir des choses qu'aucun autre télescope n'avait jamais montrées auparavant. L'objectif principal de cet incroyable appareil est d'étudier la formation des galaxies et des étoiles qui sont apparues dans l'univers primordial. Par exemple, observons la pouponnière d'étoiles la plus proche de nous. C'est une région de l'espace où naissent de nouveaux astres. La NASA a partagé ce cliché saisi par le télescope, qui nous montre une petite région de formation d'étoiles. Si vous regardez attentivement l'image, vous apercevrez les jets de matière produits par les étoiles naissantes. Autour d'eux, des nuages de poussière cosmique de différentes couleurs se mêlent les uns aux autres. C'est une vue fascinante. La poussière rouge est constituée de molécules d'hydrogène. On peut également remarquer que certaines étoiles présentent quelque chose de semblable à des ombres. Celles-ci indiquent la création de ce qui deviendra plus tard des planètes. À première vue, l'image peut sembler très chaotique.
Mais les astronomes affirment qu'il s'agit là d'une pouponnière d'étoiles relativement petite et tranquille par rapport à certaines autres. De nombreuses jeunes étoiles sont de taille similaire à notre Soleil, ou un peu plus petites. La photo elle-même a été prise à l'aide de la caméra proche infrarouge de James Webb. C'est la caméra principale du satellite, capable de prendre des photos du cosmos dans 2 différentes gammes d'infrarouge. Une autre incroyable découverte faite par le télescope James Webb est celle de molécules de fumée dans une galaxie très lointaine. C'est la première fois que de telles molécules sont découvertes aussi loin de notre planète. La galaxie en question se situe à 12,3 milliards d'années-lumière de la Terre. Elle s'est probablement formée environ 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Malgré l'immense distance entre cette galaxie et notre planète, les scientifiques sont parvenus à détecter des composés chimiques habituellement présents dans la suie ou dans la fumée. Et cette découverte n'est pas des moindres, car elle a repoussé le record de détection de telles molécules complexes d'environ 1 milliard d'années. Cette étude a également confirmé l'incroyable potentiel de l'équipement spatial le plus avancé de notre époque. En effet, il est parvenu à faciliter cette découverte en dépit du fait que le spectromètre nécessaire aux mesures ait été endommagé suite à une dégradation aussi soudaine que surprenante. Le télescope James Webb a également contribué à notre compréhension des exoplanètes. Il s'agit de ces planètes qui orbitent autour d'étoiles autres que notre propre Soleil. C'est au début de l'année 2023 que l'Observatoire spatial a repéré sa première exoplanète, LHS 475b. Elle se situe à 41 années-lumière de la Terre et a à peu près la même taille que notre planète. Selon la NASA, James Webb serait à l'heure actuelle le seul télescope en service permettant de catégoriser l'atmosphère d'exoplanètes d'une telle taille. L'équipe de chercheurs à l'origine de cette découverte estime que ces résultats ne font que souligner la précision du télescope. Ils espèrent qu'il nous aidera à localiser de nombreuses autres exoplanètes rocheuses que nous pourrions être en mesure de coloniser dans le futur. Même si, à première vue, il peut sembler que l'univers soit assez vide, c'est en réalité un endroit très animé. Et James Webb dispose de tous les instruments nécessaires pour observer l'incroyable variété d'événements cosmiques qui s'y déroulent. Regardez simplement cette photographie de WR124. C'est une étoile à l'aube de sa propre destruction. Sur cette photo, l'étoile est sur le point de se transformer en supernova. Cela se produit lorsqu'un astre épuise tout son carburant et implose à la fin de son cycle de vie, libérant un immense nuage de poussière spatiale et de gaz ardent dans l'espace. L'étoile saisie par le télescope est une étoile dite de Wolf-Rayet. Il s'agit de la période de la vie d'une étoile où elle perd ses couches externes avant de devenir une supernova. Une autre chose étonnante découverte par James Webb est un hybride d'étoiles et de planètes qui présente des nuages très bizarres. Ce corps étrange est en réalité une naine brune, baptisée VHS 1256b. Ces dernières sont plus grandes que des planètes, mais trop petites pour être considérées comme des étoiles. Elles émettent une lumière qui leur est propre et sont assez chaudes. Mais leur masse n'est tout simplement pas suffisante pour produire la fusion de l'hydrogène en hélium, comme le font les étoiles à part entière. Les corps célestes de ce type ne sont pas réellement bruns. Ils se déclinent dans une large gamme de couleurs, mais celles-ci sont essentiellement invisibles à l'œil humain. Ce que nous pouvons voir, c'est la lumière qu'ils émettent, et pour nous, elle semble être de couleur orange foncé ou magenta. La naine brune, découverte par James Webb, représente presque 20 fois la taille de Jupiter. Elle orbite autour de 2 naines rouges, et pour accomplir cette orbite, elle a besoin d'un peu plus de 10 000 ans. Les astronomes ont découvert cette exoplanète singulière en 2016. Mais à ce moment-là, ils ne l'ont pas considérée comme une naine brune, et, par conséquent, étaient incapables d'expliquer sa mystérieuse lueur rougeâtre. Maintenant, grâce au télescope, ils connaissent l'origine de cet objet spatial. Enfin bref, revenons à ces nuages. Comme vous le savez, les nuages sur Terre sont composés de vapeur d'eau. Mais ceux de la naine brune sont bien différents. Ils semblent être faits de sable. Il a beau ressembler au sable de notre bonne vieille Terre, mais ce n'est en fait pas le cas. Ces nuages sont constitués de minuscules particules de silicate. Une autre découverte récente concerne plusieurs grandes galaxies que les scientifiques pensent être nées peu de temps après le Big Bang. Elles n'étaient pas censées se trouver là, et personne ne s'attendait à les découvrir. Mais le télescope spatial James Webb, lui, les a repérées.
Ces galaxies, aussi massives que notre Voie lactée natale, sont pleines d'étoiles matures rougeoyantes. Les astronomes ont analysé la lumière qui en provenait et ont estimé leur âge 5 à 700 millions d'années après le Big Bang. Cela signifie qu'elles sont apparues alors que notre univers était encore très jeune, pratiquement un bébé. Mais le plus étrange dans ces galaxies, c'est leur taille colossale et l'âge des étoiles qui y résident. Les données collectées par le télescope ne correspondent pas à notre conception préalable de l'univers et de son évolution première. Elles ne correspondent pas non plus aux observations précédemment effectuées par le télescope Hubble. Et ici, James Webb a photographié une zone reculée de l'espace avec un niveau de détail inégalé. Cette région est connue sous le nom d'amas de Pandore. Sur l'image, on peut observer 3 énormes amas galactiques qui se rassemblent pour former un superamas. La masse combinée de ceux-ci gît comme une puissante lentille gravitationnelle. Et grâce à cet effet naturel de grossissement, les scientifiques peuvent observer d'autres galaxies de la région. Les astronomes affirment que ces images les plus récentes de l'amas de Pandore sont les plus détaillées qu'ils aient jamais vues. James Webb a également réussi à repérer des milliers de jeunes étoiles encore jamais observées auparavant, dans la nébuleuse de la Tarentule. Cette formation cosmique doit son nom aux filaments de poussière repérés tout autour dans des clichés précédents. C'est la plus grande région de formation d'étoiles du groupe local, lequel comprend les galaxies les plus proches de la Voie lactée. Les images du télescope James Webb nous ont considérablement éclairés sur la composition de cette nébuleuse. Il y a également détecté des proto-étoiles, de très jeunes astres en train de gagner en masse. Les astronomes s'attendent à ce que ces proto-étoiles finissent par se former tout à fait, façonnant encore davantage la nébuleuse. Parmi les autres découvertes effectuées par le télescope James Webb, on compte la naissance de 50 étoiles lointaines. Certaines d'entre elles présentent des disques protoplanétaires qui pourraient plus tard former des systèmes solaires à plusieurs années-lumière de notre propre système. Voici une autre photographie de James Webb. On peut y voir un trou noir supermassif, d'une masse équivalente à celle de 9 milliards de soleils. Il est si ancien et si proprement gigantesque que les scientifiques ont bien du mal à expliquer son existence. Les astronomes ont également découvert un anneau lointain de poussière, de roches et de gaz qui contient un composé chimique appelé méthylium. Il est connu comme l'un des blocs de construction de la vie à l'échelle moléculaire, et on le retrouve dans la plupart des matières organiques de notre planète. James Webb a également aidé les chercheurs à observer de puissantes tempêtes de sable sur une planète située à 378 000 milliards de kilomètres de distance. Les astronomes étaient ravis de découvrir ce véritable coffre au trésor, rempli de nombreuses particules de sable microscopiques. Et maintenant, observez ceci. Vous reconnaissez cette image? Il s'agit des piliers de la création. Mais ce nouvel angle nous montre à quel point cette région poussiéreuse est véritablement étoilée. Vous pouvez comparer cette nouvelle photo avec celle prise par Hubble en 2014. C'est une preuve flagrante de nos progrès scientifiques.